Bonjour à tous. Moi, Paul Éluard, me fais aujourd'hui le porte-parole des élèves de 3e du collège qui ont travaillé toute l'année sur le thème du concours national de la résistance et de la déportation, intitulé Résister par l'art et la littérature. Je vais donc vous présenter comment, au fil des années 1940-1945, certains artistes ont pu résister aux dures réalités auxquelles ils étaient confrontés. Commençons d'abord par le chant des partisans. Je vous laisse à présent découvrir ce qu'ont fait les élèves. Le chant des partisans est pour nous le symbole majeur de la résistance de notre pays. Ce texte est rédigé en rime plate. Il contient plusieurs anaphores ainsi que de nombreuses métaphores. Elle symbolise l'arrivée des Allemands en France et marque l'approche de la libération. Elle montre que le pays est soumis aux nazis et exprime la nécessité de libérer les oppressés poursuivis par les nazis. Le texte est écrit dans un registre de langue courant, voire familier. Ce registre de langue accroche l'auditeur, lui parle en frère et en ami. Le chant des partisans, hymne de la résistance française de la Seconde Guerre mondiale, décrit la résistance active, incite au soulèvement. C'est un chant de révolution, un appel à la résistance. Ce chant décrit l'oppression allemande, l'invasion nazie de la France. Il parle de la nécessité d'une rébellion, d'une résistance. Il parle de liberté, de libérer les opprimés, et également des mouvements de révolte des civils. Si ce chant décrit les actions anti-nazies, elle décrit également les conséquences de cette rébellion et de l'impact des Allemands sur la population. Cette chanson vise également à redonner espoir aux populations terrorisées et leur faire comprendre qu'avec de la volonté, l'oppression nazie sera vaincue. C'est un chant plein d'humanité qui parle d'entraide. C'est en dégageant ces émotions, l'espoir, l'envie de liberté, l'esprit d'entraide et d'humanité, que le chant des partisans pousse à la résistance. Basé sur un texte russe, c'est un chant composé par Anna Marly. Les paroles originales ont été composées par Joseph Kessel et son neveu Maurice Druon. Il a été composé en 1941. C'est l'hymne de la résistance française de la Seconde Guerre mondiale. La formation de la musique est vocale et instrumentale. Le tempo est plutôt lent. Cette musique exprime des idées de révolution, des émotions fortes. Elle incite à résister. Parlons maintenant de l'auteur Vercors et son célèbre Silence de la mer. Jean-Marcel Adolphe Brûler, né à Paris le 26 février 1902, est un illustrateur et écrivain du XXe siècle et fut dessinateur humoristique dans la lignée de Gus Boffa. Il mène jusqu'en 1938 une vie de pacifiste et décrochera un diplôme d'ingénieur électricien. Après 1938, pendant la Seconde Guerre mondiale, Jean-Marcel fut mobilisé près du massif du Vercors à Romans. Il fut ensuite résistant aux côtés de Pierre Lescure, autre écrivain français et résistant. En 1941, ils fonderont ensemble les éditions de Minuit, maison d'édition clandestine, qui publiera Le Silence de la mer, écrit par Jean Marcel, sous le nom de Vercors. Jean Marcel mourut le 10 juin 1991 à Paris. Le Silence de la mer raconte la vie d'un homme et de sa nièce qui sont contraints d'héberger un officier allemand dans leur maison. En effet, l'officier, qui croit en l'avenir de la France et à la fin de la guerre, se demande si lui doit exécuter les ordres d'Hitler, même contre ses propres hôtes. Ils m'ont dit, c'est notre droit et notre devoir. Notre devoir ? Heureux celui qui trouve avec une aussi simple certitude la route de son devoir. Au carrefour, on vous dit,
Prenez cette route-là. Or, cette route, on ne la voit pas s'élever vers les hauteurs lumineuses des cimes, on la voit descendre vers une vallée sinistre, s'enfoncer dans les ténèbres fétibres d'une lugubre forêt. Oh mon Dieu, montrez-moi où est mon devoir. C'est le combat, le grand bataille du temporel contre le spirituel. Je vais vous présenter maintenant des dessins de Violette Lecoq, déportée à Ravensbrück en 1943. C'est par le crayon qu'elle a décidé de résister. Violette Lecoq, une résistante française, dérobe de quoi dessiner pour témoigner de l'horreur et de la cruauté qu'elle a vécue et vue pendant son séjour au camp de Ravensbrück entre 1943 et avril 1945. Voici un de ses dessins. En 1948, il est réuni avec d'autres de ses dessins dans un album appelé Ravensbrück, 36 dessins à la plume. Dessinée en 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette œuvre représente des déportés hommes et femmes, nus et maigres, qui attendent la mort dans une chambre à gaz, maquillés en douche. Ils sont tous entassés au fond de la pièce. Leurs visages montrent de la tristesse et du désespoir. En dessous de l'illustration, il est inscrit « Hygiène ». Violette Lecoq utilise l'ironie pour résister. Avec ce titre, elle dénonce le fait que les nazis faisaient passer les chambres à gaz, donc des instruments de mort, comme des douches, c'est-à-dire des moyens de préserver l'hygiène des déportés. Cela peut également montrer que pour les nazis, exterminer les juifs était un acte d'hygiène, les juifs étant considérés comme des parasites. Nous comprenons que les personnes présentes dans le camp n'étaient pas considérées comme des humains, mais plutôt comme des animaux. Voici un autre dessin de Violette Lecoq, à la plume, intitulé « Domaine du rêve ». Ce dessin montre l'effroyable entassement des déportés dans ces dortoirs. Il est un témoignage précis des conditions inhumaines de surpeuplement dans lesquelles devaient vivre les déportés. Il y a un entassement sur 3 niveaux de caissons de bois. 2 déportés étaient réunis dans chaque caisson. Ils n'avaient pas d'autre espace pour vivre, il était interdit de séjourner dans l'étroite allée centrale. Le dessin est en noir et blanc, entré nerveux comme griffé, et les personnages sont comme dissous dans une masse grise. Cela représente bien l'entassement inhumain dans lequel les déportés devaient tenter de reprendre leurs forces après les épuisantes journées de travail dans les camps. Voici un bel exemple de résistance par l'art. Par ses dessins, Violette Lecoq a pu endurer la violence des conditions de déportation et a permis de les faire connaître au retour de la guerre. Marianne Cohn et Jean Lastonnet aussi ont contribué à la résistance par les arts, et notamment par la poésie. Découvrons leurs œuvres. Voilà 2 poèmes qui sont de très bons exemples de la résistance par l'écriture. Marianne Cohn est une Allemande descendante juive née en 1922. En 1938, elle se réfugie en France avec sa sœur et est prise en charge par les éclaireurs israélistes de France. Elle est résistante dès 1941 et fait passer les jeunes clandestins juifs en Suisse. Marianne est militante de jeunesse sioniste de la zone sud. Elle fut arrêtée le 31 janvier 1944, en même temps qu'un convoi de clandestins qu'elle faisait passer. Le 8 juillet 1944, elle fut torturée par la Gestapo, puis fusillée. Son corps est retrouvé dans un charnier quelques jours après la libération. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles. Je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le bout de mon courage. Moi, je sais. Vous êtes 5 mains dures avec des bagues. Vous avez aux pieds des chaussures avec des clous. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Demain. Il me faut la nuit pour me résoudre. Il ne me faut pas moins d'une nuit. Pour renier, pour abjurer, pour trahir. Pour renier mes amis, pour abjurer le pain et le vin, pour trahir la vie, pour mourir. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. La lime est sous le carreau. La lime n'est pas pour le bourreau. La lime n'est pas pour le barreau. La lime est pour mon poignet. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Je trahirai demain. Le poème est brut, il explique le refus de la trahison, le rejet de la parole, il résiste aussi contre la torture des nazis. On trouve aussi l'opposition du aujourd'hui, demain. L'auteur n'a plus d'espoir, elle suggère le suicide. Envers et contre tout, c'est un poème rempli d'espoir futur. Le message est garder l'espoir, plus que tout, après les camps d'Hitler. Jean Lastonnet est déporté à Buchenwald par le convoi du 12 mai 1944. Peut-on revenir de l'enfer? Quitterons-nous les camps d'Hitler? Mein Kampf et le temps du mépris. Nous tend et nous a pris. Jacques s'est éteint après Roland. Pierre et François sont des mourants. Et on se dit, à qui le tour? Qui pourrait éviter le four? Question atroce et naturelle.
Qui d'ailleurs serait démentiel? Questions qui viennent et reviennent dans les rencontres quotidiennes. Mais on garde au cœur l'espérance de revoir la France, la douce France. La confiance ne peut s'altérer. Nous connaissons l'avance alliée qui effraie tant tous les nazis et on pense plus fort à Paris. Serrons les rangs, chers camarades. Nous devons sauver les malades. Un peu de soupe, un peu de pain, un peu de sucre, un peu du sien. Oui, on peut sortir de l'enfer. On peut quitter les camps d'Hitler pour un jour témoigner. Personne ne pourra en douter. Mais combien serons-nous alors qu'on vit avec la mort, et cependant on croit toujours au merveilleux à de beaux jours. On croit intensément, on revivra, on chantera, on aimera, on clamera, on dansera, on est sauvé. La vie doit l'emporter, on y croit tant, on croit en elle, on croit que la vie sera belle, on croit, on rêve et on sourit. Le Vers Fugbar aux Enfers est une opérette revue que j'ai écrite clandestinement au camp de concentration de Ravensbrück au cours de l'hiver 1944-1945. Si j'en fus le maître d'œuvre, il s'agit d'un travail commun élaboré par les prisonnières du camp de Ravensbrück. Le manuscrit original se trouve aujourd'hui au musée de la Résistance et de la déportation de Besançon. Pour me présenter, je peux dire que je suis née le 30 mai 1907 à Allègre, en Haute-Loire, et morte le 19 avril 2008 à Saint-Mandé, en Val-de-Marne. Mon métier est ethnologue. J'ai été envoyée à Ravensbrück en 1944. Le camp de Ravensbrück est un camp de concentration spécialement réservé aux femmes et dans lequel vécurent aussi des enfants. Il était situé à 80 km au nord de Berlin, dans une zone de dunes et de marécages. Je suis placée à Ravensbrück dans la catégorie des Vers Fugbar, c'est-à-dire la catégorie des prisonnières sans affectation disponibles pour tous les travaux occasionnels. Les Vers Fugbar sont les rebelles qui refusent de faire le travail imposé par les nazis. Pendant l'appel, je me cachais dans une grande caisse d'emballage. C'est une camarade tchèque affectée au service des bâtiments du camp qui va me fournir le papier et l'encre. Je me suis fait arrêter en tant que résistante. Je refusais de faire les travaux forcés et me cachais pour écrire mes œuvres dans l'illégalité. C'est une œuvre de résistance face à la mort. L'écriture m'a permis de supporter les mauvais traitements et les privations. Mon idée était de montrer aux nouvelles détenues tout ce qu'il faut faire pour survivre. Ainsi, toutes ces femmes ont pu tenir les coups en chantant et en s'amusant. À la manière d'un chœur antique, un groupe de Françaises prisonnières pour fait de résistance, entraîné par un coryphée grotesque, va tenter de raconter le quotidien de leurs conditions de détenues dans le camp. La route est longue, 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 travaille sans jamais t'arrêter. La route est dure, 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 surtout si tu es fatigué. Tu traîneras les lourdes pierres, tu pousseras les wagonnets, tu brouteras la terre et sans jamais te proposer. La route est dure, dure, dure quand on a les pieds écorchés. La route est longue, longue, longue pour celles qui n'ont pas à manger. Elles travaillent des heures entières, mais ne la font guère avancer, car elles remuent beaucoup de terre, mais surtout sans la déplacer. La route est longue, 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 mais nous ne l'avons guère allongée. La route est dure, 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 mais nous voulons la faire durer. En travaillant des heures entières, nous n'avons cessé de penser à laisser quelque chose à faire pour celles qui vont nous remplacer. À la manière d'un chœur antique, un groupe de Françaises prisonnières pour fait de résistance entraîné par un coryphée grotesque va tenter de raconter le quotidien de leurs conditions de détenues dans le camp. Le texte détourne et met constamment à distance l'univers inconcevable dans lequel elles sont échouées par l'emploi de l'autodérision, de l'ironie, de l'impertinence, du rire et du chant qui deviennent des armes contre l'entreprise de déshumanisation et d'extermination qu'est le système concentrationnaire. Germaine Tillon utilise l'ironie. Elle compare son voyage en train à bestiaux à un voyage touristique. J'eus ma place, retenue à l'œil, on ne m'a pas demandé mon billet. Elle insiste aussi sur le plaisir de la nouveauté, procuré par le fait qu'elle ne sait pas où elle en est. Tout ceci est chanté sur l'air de Sans y penser, une chanson de Norbert Glangsberg qui a notamment été reprise par Édith Piaf. Dans cet extrait, elle montre la dureté des travaux et c'est le naturaliste qui fait l'ironie. Il conclut par l'expression « Le travail, c'est la santé ». Voici à présent un autre exemple de résistance par le dessin, par Léon Delabre, déporté dans le camp de Dora.
Léon Delarbre est un peintre résistant français, ancien déporté. Il a fait des croquis clandestins dans les camps. Ce dessin a été fait à Dora en 1945 et son titre est Misère. Il a été dessiné sur du papier récupéré clandestinement et découpé à la va-vite et réalisé avec un crayon. C'est un dessin simplifié, un croquis fait rapidement sur place, mais dont on voit bien l'objet. Le dessin représente deux hommes du camp, très maigres et allongés par terre. L'un disparaît, l'autre est au-dessus de lui. Il souffre. L'homme du dessous peut montrer ce qui va arriver à l'autre. Il n'y a pas de couleur. L'auteur souhaite témoigner de l'horreur des camps, de la souffrance des prisonniers, de l'aspect inhumain et de la mort. C'est un acte de résistance car dessiner était interdit dans les camps. L'auteur doit se cacher et cacher astucieusement ses dessins. En faisant ça, il risque la mort. En conclusion, je trouve l'œuvre très touchante. Elle exprime le désespoir dans les camps. Elle est à la fois triste et inspire la pitié. Je vais parler à présent d'une œuvre de Boris Taslinski qui a résisté dans les camps à travers l'art de la peinture. J'ai été fortement marqué par la guerre et mes œuvres en témoignent. Ce tableau, parmi d'autres, a été fait grâce à la résistance interne au camp. Mes camarades m'ont couvert pour que je puisse peindre mes œuvres qui soutenaient le moral de tout le monde. Créer, c'est résister. Mon art permet aujourd'hui de ne pas oublier l'horreur vécue dans les camps. Voyez que les cadavres, les bâtiments et les personnes qui ramassent les corps forment des triangles. Les triangles rouges et verts montrent certainement une forme de croix juive. La scène se passe dans la boue à côté d'une grange où ils stockent les cadavres. La lumière au premier plan est un peu sombre et au deuxième plan la lumière est un peu plus claire dans le ciel. On peut voir aussi que l'homme au centre du plan est le plus éclairé de la peinture. Voici une de mes œuvres, Le petit camp de Buchenwald, qui décrit ma vision du camp dans lequel j'ai été interné. Avec les couleurs froides et l'image des cadavres, j'ai voulu montrer la terreur des camps et l'atmosphère triste qui y régnait. Les élèves ont ainsi sélectionné des artistes et des auteurs qui les ont touchés tout au long de leurs recherches. Leur vie et leur combat restent un exemple pour eux tous, pour nous tous. Résister par l'art et la littérature est encore une phrase qui a du sens aujourd'hui. Liberté, Paul Éluard. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur les moulins des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer ou sur les bateaux, sur la montagne des menthes, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les soirs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux, du miroir et de ma chambre, sur mon lit, coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir,
j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté!